Il y a près de 2000 ans, au pays du soleil levant, le dieu du tonnerre, Takemikazuchi, et le dieu du vent, Takeminakata, se sont affrontés dans un duel de lutte d'une violence et d'une puissance inégalées. Ce combat se solda par la victoire du dieu du tonnerre, qui permit à ses fidèles de contrôler le Japon. C'est de cette légende qu'est né le sumo. Les amis, j'espère que vous allez bien, c'est un plaisir de vous retrouver, c'est Monsieur Tus en chair et en muscle, et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur les sumos. Ça fait très longtemps que j'ai envie d'en parler, j'ai fait pas mal de recherches, et c'est un sport qui m'intéresse très particulièrement, avec évidemment la culture japonaise, toute l'histoire et toute la religion japonaise, et donc laissez-moi aujourd'hui vous plonger dans l'univers des sumotori. Comme je l'ai expliqué donc dans cette introduction les amis, c'est donc de cette légende mythologique que serait apparemment né le sumo, il y a près de 2000 ans au Japon, et c'est donc le dieu du tonnerre, Takemikazuchi, j'espère que je prononce bien, qui aurait gagné face à Takeminakata. Voilà. Avant de continuer sur la chronologie de l'histoire du sumo, je vais vous parler très rapidement de la mythologie shintoïste. Pourquoi la mythologie shintoïste ? Parce que je viens vous parler des dieux, et oui, il y a des dieux au Japon, il y a une mythologie un petit peu comme la mythologie grecque, la mythologie nordique, et on va aborder juste ça pour introduire cette vidéo, parce que vous allez voir que c'est très important et que c'est évidemment lié au sumo. Cette religion shintoïste est donc une religion animiste, basée sur les morts, basée sur les défunts et les esprits qu'ils vont appeler les kami. Les kami sont des esprits qui incarnent un lieu, qui peuvent incarner une force naturelle, que ce soit une rivière, un arbre. À chaque création d'un village, un sanctuaire est érigé afin d'honorer les esprits environnants du village. C'est une religion remplie de rites et de culture, et qui fait que les sumos ont un lien intrinsèque avec cette religion. Donc cette religion est née aussi pour contrer la religion bouddhiste qui venait de Chine et qui avait une grande ascendance sur le Japon, puisque la Chine rayonnait à cette époque-là, et le Japon voulait contrer et a donc créé sa propre religion, la religion Shinto. Aujourd'hui, le shintoïsme regroupe 90 millions de Japonais, ça regroupe environ les 3/4 de la population japonaise. Donc c'est pas vraiment une religion, mais c'est plus un mode de pensée, c'est plus un travail spirituel. Donc voilà, je prenais le temps d'introduire rapidement ce qu'était la religion shintoïste, parce qu'elle est très importante pour introduire la première partie et comment sont venus les sumos, parce que vous allez voir qu'à la base, c'était pas des compétitions. Donc le sumo a d'abord été un rituel religieux pour les divinités shinto. Ce rituel avait pour but d'annoncer de bonnes récoltes et d'honorer les défunts. Les matchs de sumo étaient souvent organisés dans des sanctuaires shintoïstes et faisaient partie intégrante des festivals locaux. C'était vraiment une grande fête, et déjà depuis le début, les sumos ont été vus comme des personnes qui étaient un lien direct avec les dieux, tout simplement. Le sumo va donc continuer à faire partie des rituels religieux et va commencer à se répandre un petit peu dans le pays. Et à cette époque-là, les samouraïs vont même s'entraîner, tels des sumos. Ils vont mettre dans leur entraînement des entraînements de sumo. Et ça a donc permis, encore une fois, de répandre un petit peu ce sport. Très rapidement, ce sport va devenir un sport de compétition. Et c'est en 1578, grâce à Oda Nobunaga, que ce sport va devenir un sport de compétition. Donc, Oda Nobunaga, c'était un seigneur très haut placé qui a marqué un intérêt particulier pour le sumo, parce que je pense qu'il trouvait un côté déjà très amusant à ce sport, puisque c'est quand même deux personnes qui luttent, il y a un côté très impressionnant, et il s'est dit ce serait bien d'en faire un sport de compétition, et même que ce soit le sport national du Japon. Oda Nobunaga va donc organiser un combat dans son château, qui sera donc la première compétition sumotori. Ces deux athlètes vont s'affronter, l'objectif est donc de sortir l'un des deux du cercle, ou bien de faire tomber l'adversaire au sol. Évidemment, les foules vont devenir de plus en plus importantes, les gens vont être attirés par ce sport qui a, comme je l'ai dit, un caractère impressionnant, mais aussi un caractère religieux. Donc c'est un moyen pour le peuple de venir communier sa religion, mais en même temps de venir participer, de venir se divertir d'une certaine manière. Pendant la période Edo, donc là je vous parle d'une période, alors il faut savoir juste, bon c'est rapide, c'est une petite aparté, mais au Japon il y a plusieurs périodes. Il y a évidemment le paléolithique, la préhistoire, tout ça, mais les vraies premières périodes, enfin en tout cas la première période du Japon, c'est la période Yamato. C'est là qu'ont été établis les premiers empereurs et qu'a commencé à se structurer la société japonaise, à proprement parler.
Et les empereurs Yamato, encore aujourd'hui, sont les empereurs actuels, puisqu'il y a encore des empereurs au Japon. Mais on va pas rentrer dans les détails parce qu'il y a beaucoup de périodes, et là je partirai sur un autre sujet. On revient donc là-dessus, c'est à partir de la période Edo, qui va commencer donc en 1603 et qui s'achèvera en 1868, que le sumo va donc à proprement parler devenir un sport professionnel avec des tournois organisés. Et il y a donc des athlètes qui vont commencer à s'entraîner, et pas des moindres, puisqu'il y a le meilleur athlète de tous les temps, Raiden Tamemon. Donc en 1767 est né Raiden Tamemon. Ce lutteur faisait 1m97 pour 169 kg en 1767. Contextualiser la chose, les gens étaient quand même beaucoup moins grands. Raiden Tamemon, c'était vraiment un géant parmi un monde de nains. Il a marqué l'histoire puisque il a eu 96,4% de victoires, c'est-à-dire 10 défaites pour 254 victoires. Dites-vous que le mec était tellement fort que les arbitres l'empêchaient de faire ses techniques favorites parce que sinon il gagnait trop. Il avait ses techniques à lui à proprement parler, comme on pourrait voir un Teddy Riner qui va placer certaines techniques qui sont propres à lui. Et bah là, les arbitres l'empêchaient de faire ceci parce que il roulait sur la concurrence. Donc Raiden Tamemon a été donc le plus grand sumotori de tous les temps, et encore aujourd'hui, je pense que n'importe quel sumo ou même n'importe quel japonais qui suit le sumotori connaît ce nom. Cependant, il y a un petit mystère qui perdure autour de Raiden, c'est que il n'a jamais été promu Yokozuna. Alors, pour l'instant, je vous ai dit le terme Yokozuna, vous allez voir, on va y venir, mais en gros, pour vous expliquer, Yokozuna, c'est le plus haut grade, le plus haut rang que peut atteindre un sumo. C'est ce qu'il y a de plus prestigieux. Encore aujourd'hui, on ne sait pas vraiment pourquoi Raiden Tamemon n'a pas été élevé à ce rang-là, puisque, encore aujourd'hui, c'est le meilleur sumo de tous les temps. Pour comprendre encore plus en détail le sport de sumo et comment devenir Yokozuna, je vous propose de vous parler des règles qui entourent ce sport et également tous les rituels qu'il peut y avoir. Donc, les rikishi, donc c'est les sumo, ils vont porter un mawashi. Donc qu'est-ce que c'est un mawashi? Donc c'est une bande de tissu qui mesure 9,60 m et qu'on va venir enrouler autour de la taille et autour des parties génitales. Donc il faut savoir qu'ils sont tout nus aussi en dessous. Donc il faut vraiment que ce soit bien ceinturé pour pas que, voilà, il y ait le petit tostico qui sorte, tu vois ce que je veux te dire. Mais aussi et surtout pour sécuriser, pour éviter les coups. Et évidemment aussi, puisque le mawashi est un point d'accroche très important pour les lutteurs. Puisque pour l'adversaire, le mawashi, au même titre que le kimono dans le judo, en fait ça représente un endroit où on peut venir s'accrocher, on peut venir soulever l'adversaire. Donc le mawashi, très important, et aussi c'est très symbolique la personne qui va vous mettre le mawashi, puisque c'est très souvent les entraîneurs, et c'est très souvent les personnes avec qui les sumos s'entraînent. Pour eux, c'est quelque chose de très symbolique, ça fait vraiment partie du rituel sumotori. Plus vous êtes haut gradé au Japon, plus vous allez avoir un mawashi en gros stylé quoi. Et pour finir, un élément très très important de l'apparence du sumo, alors je sais pas si je vais bien le prononcer, mais c'est le chonmaje. C'est la coiffure qu'ils ont, c'est cette coiffure peignée, huilée, qui est vraiment plaquée en arrière et qui reprend en fait tout simplement la tenue, la coupe des samouraïs. Et encore une fois, elle symbolise la discipline et cet inconfort par lequel les rikishi sont capables de passer. Donc toute cette tenue des sumotori, elle est non seulement évidemment fonctionnelle pour le sport, mais elle est aussi très symbolique, et pour être un sumo confirmé, il faut évidemment passer par tous ces rituels et savoir les faire. Il y a ce qu'on appelle donc le shiko. Le shiko, c'est un clap de main pour venir déjà premièrement réchauffer les muscles du corps, puisqu'ils vont également en même temps venir faire ce fameux mouvement de jambe, vous savez, où il lève une jambe, il la plaque au sol et après il lève l'autre. Vraiment, ça c'est le mouvement classique des sumos. Ça a pour but d'échauffer les muscles, et ça a également aussi pour but de venir chasser les mauvais esprits. Ensuite, pour purifier l'endroit et pour continuer de chasser les mauvais esprits, ils vont venir jeter du sel sur le doyo. Le doyo, donc c'est quoi? C'est le cercle dans lequel les combattants se battent. Et encore une fois, c'est un geste symbolique envers les divinités et les esprits shinto, et également une manière pour eux de montrer que le combat va se dérouler dans le plus grand fair play. Donc pour les parties un petit peu techniques, j'ai parlé du doyo. Donc le doyo, c'est ce cercle qui est rempli de terre battue et d'une couche en paille qui fait vraiment cette bande en paille qui vient délimiter tout le cercle. Donc ce cercle qui mesure 4,55 mètres de diamètre et dans lequel les deux athlètes doivent rester. Ils ont le droit de mettre le pied dessus, mais à partir du moment où ils passent au-delà du cercle, c'est perdu. Et donc on y arrive enfin, le combat. Les deux athlètes se sont donc préparés, les deux sumos se sont donc préparés, ils ont fait tout leur rituel, tous leurs ablutions, ils sont en tenue de combat, ils sont prêts. Ils sont là pour le grand jour, et ils vont venir poser les 2 points au sol, et top, le combat se lance.
assiste à quelque chose d'extrêmement primal pour moi. Vraiment, c'est ce qu'on retrouve dans la nature, c'est vraiment un affront, une collision qu'il y a. Évidemment, ça demande un travail technique énorme. Alors, je connaissais le sumo, mais quand j'ai fait mes recherches, j'ai regardé beaucoup de vidéos, beaucoup de combats. Et honnêtement, j'ai découvert un sport qui, pour moi, est extrêmement violent. Presque plus violent que le MMA, puisqu'il faut prendre un truc en compte, c'est qu'ils ont aucune protection. Rien du tout. Ils ont rien du tout. Alors, il y en a beaucoup qui vont faire des commotions, il y en a beaucoup qui vont se casser les bras. Et évidemment, pour ça, les rikishi vont avoir une préparation très spécifique et très suivie. Pour déterminer qui va être le vainqueur de ce combat, alors évidemment, on va s'en douter, mais la personne qui tombe, qui sort, évidemment va perdre. Mais il arrive qu'il y ait des décisions qui vont être jugées par les arbitres. Donc sur le terrain, il y a un arbitre qui s'appelle un gyoshi. Il porte une tenue traditionnelle et il utilise un éventail pour venir tout simplement signaler le début ou indiquer le gagnant. À la fin du combat, si aucun des deux adversaires n'a réussi à se démarquer de l'autre, une conférence de juges nommée Shimpan peut avoir lieu, en gros, pour un petit peu faire un débrief sur le match et élire ou non qui a gagné. Il est possible même qu'ils viennent refaire le match. Faut savoir un truc aussi, c'est qu'en combat de sumo, il n'y a pas de round. C'est vraiment juste go. Parfois, quand l'arbitre va donner le stop, c'est qu'il estime que le combat dure trop longtemps ou que les deux combattants n'arrivent pas à trouver de solution. Mais en règle générale, un combat de sumotori, c'est très rapide et c'est très violent. Ça dure très peu de temps, c'est pour ça qu'on voit des athlètes extrêmement explosifs et extrêmement lourds. Pour parler un petit peu de maintenant comment se structurent les compétitions de sumo, il y a 6 tournois majeurs par an qui vont durer 15 jours respectivement. C'est ce qu'on appelle les 6 Onbasho. 6 tournois très importants qui vont établir évidemment le classement de chaque sumotori, pour lesquels les rikishi, donc les sumo, vont s'entraîner quotidiennement. L'objectif des rikishi, des sumotori, va être de gagner le plus possible, d'avoir le plus de victoires possible pour augmenter leur rang et évidemment dans un espoir de devenir yokozuna, le plus haut rang en sumotori. Il faut préciser aussi un truc, c'est qu'il n'y a pas de catégorie de poids en sumo, donc je vous laisse penser que ça doit être un joyeux bordel, mais ça veut pas tout dire le poids. Alors quand même, à prendre en compte que le plus petit sumo, le plus léger, pesait 98 kg, donc déjà le mec c'est une marmule, et le plus lourd pesait 288 kg. Voilà. Mais, faut préciser un truc, c'est que parfois, être plus petit, moins corpulent, peut représenter un avantage puisque on peut être plus réactif et on peut se servir du poids de l'autre pour venir l'amener au sol. Donc c'est pas tout le temps le plus lourd qui va gagner, et tant que le combat n'est pas fait, on peut pas vraiment savoir qui va gagner. En termes de tournoi, pour revenir là-dessus, il y a un tournoi un petit peu comme en powerlifting, un peu comme Sheffield, qui représente le tournoi des légendes un peu, et c'est là où on retrouve tous les plus grands sumo du moment. Et dans le classement général des sumo, il faut qu'il y ait absolument obligatoirement 2 ozeki. Donc les ozeki, pour dire, en fait, c'est le rang juste en dessous de yokozuna. Pour ça, il y a à chaque fois des rassemblements qui sont faits entre les jurys sumo pour élire qui vont être ozeki, qui va être rétrogradé, qui va monter et même qui va devenir yokozuna. On se pose d'ailleurs la question, qui est le meilleur sumo actuellement? Qui est l'unique yokozuna actuellement? L'unique yokozuna actuellement, c'est Teru no Fuji Haruo, qui est un yokozuna extrêmement respecté. Il est originaire de Mongolie, il mesure 1m92 pour 177 kg, une belle marmule, mais il est extrêmement respecté puisqu'il a réussi à devenir yokozuna, ce qui est déjà une performance exceptionnelle. Depuis 1789, il n'y a eu que 73 yokozuna. Donc c'est vous dire le niveau qu'il faut atteindre pour devenir yokozuna. Mais c'est pas que ça. Il faut évidemment un niveau hors pair, puisqu'il faut avoir énormément de combats gagnés, mais il faut aussi un côté spirituel et une force psychologique très importante. Teru no Fuji Haruo, il a commencé sa carrière en 2011. Il est devenu Seiwake en 2015. Donc Seiwake, c'est un des meilleurs rangs qu'on puisse avoir déjà en sumo. Simplement en 4 ans, il devient déjà au top niveau. Il va avoir par contre beaucoup de blessures puisqu'il est très corpulent. Et évidemment, le sport de sumo, avec beaucoup de tournois, beaucoup de fréquences d'entraînement, malheureusement il va se blesser, mais il sait revenir. Et c'est justement grâce à cette résilience et ce retour qu'il va être promu Yokozuna en 2021. Voilà, donc ça c'était juste pour fermer un petit peu la parenthèse sur qui est le seul Yokozuna actuellement. Je voulais faire cette petite présentation parce que c'est vous montrer à quel point il y a des exigences
extrêmement élevé dans ce sport et c'est pas tout le monde qui peut atteindre ce niveau-là. C'est même d'ailleurs qu'une personne actuellement. Et il y en a que 73 depuis plus de 300 ans. Il faut savoir que les Yokozuna, ils sont à un niveau tellement élevé qu'ils sont considérés comme des demi-dieux. Et d'ailleurs, quand on est promu Yokozuna, c'est un titre qu'on ne peut pas perdre. Le rang de Yokozuna a été créé dans le but un petit peu de distinguer certains athlètes des autres, de vraiment montrer qu'il y a des athlètes qui sont au-dessus. Puisqu'en effet, les sumotori classiques, donc les sumo, les rikishi classiques, vont faire leur entrée un petit peu comme tout le monde, ils vont célébrer, ils vont faire les danses traditionnelles, tout ça. Et le Yokozuna va rentrer lui après, avec 2 lutteurs, et il va faire sa danse à lui, il va faire son rituel à lui, et il porte à sa taille son Yokozuna. Donc il y a vraiment dans ce sport cet esprit de hiérarchie et cet esprit très symbolique de valoriser le rang, mais que ce soit par le niveau, mais aussi par le niveau spirituel. C'est pas évident à comprendre, mais je pense que vous le comprenez, mais c'est vraiment, il y a un profond respect de la mentalité que chaque athlète peut avoir. Et comme je l'ai dit, être Yokozuna, ça représente pas forcément que le niveau, mais ça représente vraiment toute la spiritualité et l'engagement, la discipline que peut avoir un sumotori dans sa pratique. On ferme la parenthèse sur les Yokozuna parce que sinon, il y a encore beaucoup de choses à dire. Je vois dans mes notes que j'avais noté beaucoup de choses, mais je vais fermer la parenthèse là-dessus, sinon la vidéo durerait 1 million d'années. Et on va donc passer à comment un sumo s'entraîne et comment il s'entraîne pour lui aussi, évidemment, devenir Yokozuna, puisque c'est le but ultime de chaque sumotori. Le sumo va se lever très tôt, aux alentours de 5h du matin. Dès 5h du matin, il va aller s'entraîner pendant près de 5 heures. Il va d'abord commencer par un échauffement très intensif, dans lequel il va répéter des mouvements classiques, mais des mouvements, il va les répéter pendant 1 heure, 1 heure et demie, de manière répétée, de manière mécanique. Donc il va avoir un échauffement très long, de près de 2 heures, 2 heures et demie le matin, dans lequel va se suivre des affrontements. Des affrontements qui vont durer eux aussi 2 heures, 2 heures et demie, dans lesquels tout simplement ces athlètes vont s'affronter tour à tour, ce pendant 2 heures et demie. Donc dans des duels très durs et très physiques. Donc un entraînement de 5 heures le matin, à partir de 5 heures du bar, donc ils s'envoient, ils se la foutent sur la tronche. Honnêtement, ça force le respect parce que c'est des mecs qui sont complètement coupés de tout contact social, ils sont vraiment enfermés dans leur écurie, dans leur EIA, et ils sont focus que sur les entraînements, et ils sont focus que sur progresser, et ils sont extrêmement disciplinés. Donc suite à cet entraînement extrêmement intensif de 5 heures le matin, évidemment, ils vont venir manger. Très important pour les sumos, puisque les sumos, en règle générale, mangent entre 7000 et 10 000 calories par jour. C'est absolument énorme, c'est colossal. Ils ont besoin de manger autant pour grossir, puisque plus tu es lourd en sumo, et plus tu es performant, parce que plus tu as de masse, plus tu vas pouvoir pousser les autres. Je pense aussi qu'il ne faut pas être trop lourd, parce qu'il faut rester mobile, mais ils vont donc avoir besoin de manger énormément. Et comme vous avez pu voir, ils s'entraînent pendant 5 heures, ils transpirent beaucoup, ils dépensent beaucoup de calories, donc il faut en contrepartie en manger beaucoup. Ils vont donc manger le fameux plat classique qu'on appelle le chankonabe, qui est en fait une espèce de grande soupe de légumes dans laquelle ils vont mettre des pommes de terre, ils vont mettre des lardons, ils vont mettre un petit peu de tout. C'est vraiment, il y a plein de choses. Et c'est extrêmement calorique, le chankonabe. Il y a du tofu. C'est vraiment une grande soupe de tout. Et ils vont manger ça avec énormément de choses. Et ils se font vraiment une grande table dans laquelle ils sont assis par terre. Vraiment une table qui est très basse. Et c'est assez impressionnant d'ailleurs parce qu'ils mangent souvent les jambes écartées en grand écart. Et quand tu vois des mecs qui pèsent 160 kg, qui mesurent 1m90 en grand écart en train de bouffer et ils ont pas de problème à bouffer comme ça, moi ça me fait relativiser perso parce que je me dis putain, jamais de ma vie j'aurai cette mobilité. C'est assez impressionnant encore une fois parce qu'ils ont des qualités physiques hors normes. Entre 13h et 15h, ils vont donc dormir, ils vont faire une sieste dans l'objectif de venir grossir en fait, tout simplement parce que manger et après direct dormir, on vient tout de suite mettre le corps en état léthargique et c'est comme ça qu'ils vont venir s'engraisser en fait tout simplement en dormant. Ils récupèrent aussi, puisque le sommeil est très important. Vers 16h, ils vont donc faire de la muscu. Ils vont venir faire du squat, des développés couchés, du soulevé de terre. Je serais d'ailleurs curieux de voir un petit peu quels sont les perfs. Je n'ai pas vraiment réussi à trouver. Mais ce serait assez intéressant. Mais donc, du coup, oui, ils font du renforcement musculaire. Les sumos, évidemment, pour être plus explosifs et plus forts. Parce qu'on s'en rend pas compte. Ils sont extrêmement gros, mais ils sont extrêmement musclés. C'est vraiment impressionnant. Je pense qu'en termes de masse musculaire, c'est les athlètes les plus musclés qui puissent exister. Ils vont donc, vers 19h, ils vont venir manger, encore une fois. De ce que j'ai pu voir, ils font uniquement 2 repas, donc ils mangent énormément sur 2 repas, puisque prenez en compte qu'ils doivent manger 10 000 calories par jour. Donc ils mangent beaucoup, et après, ils se couchent aux alentours de 20h. Donc, ce que j'ai pu voir, c'est que
Et d'après ma déduction, je pense qu'ils se couchent aux alentours de 20h, puisque je pense en fait tout simplement qu'ils respectent les rythmes du soleil, qu'ils respectent en fait leur rythme circadien, pour ceux qui ont vu la vidéo avec Clem, donc vraiment l'horloge biologique du corps, et c'est aussi pour ça qu'ils ont une bonne récupération et qu'ils ont un très bon niveau physique. Pour finir, ce que je trouve de très très beau sur les sumo, c'est que en fait ils vivent tous ensemble, en fait dans une écurie, et ils ne sortent pas de ça en fait. Vraiment ils sortent très peu, à part les Yokozuna et les Ozeki je crois, qui eux ont leur dépendance à eux-mêmes. Les autres athlètes, les autres sumo avec un rang un petit peu inférieur, ils vivent tous au même endroit. Et je trouve ça exceptionnel parce qu'il y en a qui vont vivre pendant près de 15 ans dans ces écuries. Et ils s'entraînent tous ensemble, ils dorment tous ensemble dans un dortoir. Franchement, je trouve ça trop beau à voir parce qu'ils se poussent tous vers le haut. Et ce qu'on peut retenir de ces gens-là, c'est que c'est des gens qui sont extrêmement disciplinés, qui ont des valeurs exceptionnelles. Et de ce que j'ai vu, c'est que c'est des gens hyper bienveillants, hyper accueillants. Et je pense qu'on peut vraiment s'inspirer de ces gens-là parce que, en fait, ils sont simples, puisqu'ils sont complètement détachés de la société, ils vivent en communauté, dans un objectif commun, celui de devenir le meilleur athlète possible, mais ils sont restés des gens extrêmement accueillants, avec le cœur sur la main, et franchement, honnêtement, de toutes les recherches que j'ai pu voir, je découvre des athlètes exceptionnels, que ce soit par leur spiritualité, que ce soit par leur intelligence, que ce soit par leur abnégation dans le sport, leur discipline. Et franchement, honnêtement, je le dis aujourd'hui, je pense que c'est les athlètes qui font le plus de sacrifices pour leur sport. Et ils font pas beaucoup de bruit, mais sachez que vraiment, au Japon, ils sont vus comme des dieux, et je pense que c'est à juste titre, parce que quand on voit tous les sacrifices qu'ils font, c'est vraiment exceptionnel. Les amis, j'espère que ça vous a plu, un petit peu de venir découvrir un petit peu plus en détail ce qu'était le sumo, parce que voilà, on connaît tous, mais on connaît pas forcément le côté spirituel, le côté religieux, le côté sportif, qu'est-ce que ça représente d'être un sumo, enfin tous ces paramètres là que j'ai voulu amener dans cette vidéo. J'espère d'ailleurs qu'elle est pas trop un petit peu dans tous les sens. J'espère en tout cas que j'ai réussi à garder le fil conducteur de la vidéo et que vous avez pu apprendre des choses, et j'espère aussi que ça a pu vous inspirer de découvrir ces athlètes qui personnellement moi m'inspirent énormément. Voilà les amis, je boucle la vidéo ici avant que je perde 1000 litres d'eau. Je suis en water cut constant, vous imaginez même pas la température qu'il fait dans mon local, c'est monstrueux. J'espère que ce genre de contenu vous plaît, que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Si vous voulez me soutenir dans ces projets-là, justement, n'hésitez pas, vous avez ma marque de vêtements, le Scarabée, qui reprend aussi un petit peu les valeurs en fait de ces sumo, l'humilité, la force et le progrès, qui sont des valeurs importantes pour moi. Et aussi, si vous voulez, évidemment, des compléments alimentaires, de la protéine. MyProtein, vous avez des grosses réductions avec mon code Brutus. Gymshark aussi, vous pouvez choper des vêtements. Et SBD, le meilleur équipementier en powerlifting. Je vous laisse les amis, c'était un plaisir de vous faire cette vidéo. Prenez soin de vous, passez de bonnes vacances. C'était Brutus le Robuste, en chair et en muscle. Et n'oubliez pas, restez fort. Allez, ciao.